l'investiture de Donald Trump aura lieu le 20 janvier. Autant dire que ça se précise. Il est à la manœuvre pour constituer son équipe. Nous allons y revenir avec vous, Guy Archer. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes philosophe, juriste, professeur au Collège d'Europe et vous venez de publier ce livre « Comme un loup dans la bergerie », aux éditions du Cerf. Alors, vous avez vécu et vous avez enseigné aux États-Unis. Quelle Amérique va nous façonner Donald Trump ? Alors, on ne le sait évidemment pas très bien pour un ensemble de raisons, parce qu'il n'a pas commencé et qu'il n'a, en plus, pendant sa campagne électorale, pas livré tellement d'indications. Par exemple, à propos de la lutte contre l'État islamique, il a dit « moi, je vais me débarrasser de l'État islamique ». Et quand on lui a demandé quelle serait sa politique, il a dit « ah ben, je ne vais pas vous le dire parce que ça les préviendrait ». Donc, il avait une façon de refuser de dire un certain nombre de choses. Mais ce qu'on sait déjà, c'est le gouvernement qu'il a constitué. Oui, une nouvelle équipe. Il a constitué une nouvelle équipe. Et ce que vous voyez dans cette nouvelle équipe, c'est effectivement ce qu'on appelle le big business aux États-Unis, c'est-à-dire des hommes d'affaires très riches qui sont censés l'aider à redresser le pays. Ce sont aussi des climato-sceptiques à des postes clés. Donc climato-sceptiques, c'est-à-dire ceux qui nient l'influence humaine dans le réchauffement climatique. Or, Obama a engagé des politiques dans ce sens-là. Il y a un traité international qui a été signé à Paris aussi. Et Trump a dit pendant tout un temps que c'était une blague, que c'était inventé par les Chinois pour prendre du travail aux Américains. Il a nommé au poste de l'intérieur et au poste de l'énergie, ce qui sont des postes clés sur ce sujet-là, des climato-sceptiques. Et en plus, dernier élément, il y a dans ce gouvernement des créationnistes, des défenseurs de conceptions religieuses très traditionnelles, des adversaires de l'école publique. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qui se disent à partir des nominations qu'il a faites. Maintenant, on ne sait pas quelle politique il va faire. Maintenant, effectivement, est-ce qu'il sera capable de faire ? Mais c'est vrai que certains médias parlent du club des milliardaires. On est un peu loin de l'anti-establishment dont il a parlé tout au long de sa campagne. Mais bien sûr. Il a dit qu'il allait assécher le marais, le marigot de Washington. Et ça, il l'a d'ailleurs dit parce qu'il est conscient de tous les mensonges qu'il a prononcés pendant sa campagne, parce qu'il a dit tout, le contraire de tout. Il a quand même commencé les primaires aussi en insultant ses adversaires. Il a dit tout et le contraire de tout. Ça a été réfuté, mais ça n'avait pas, semble-t-il, pas d'importance. Il était vraiment absolument indépendant de toute critique des faits. C'était quelque chose qui faisait en sorte que, au fond, il pouvait continuer à dire un peu ce qu'il voulait. Alors maintenant, il a dit qu'il allait assécher le marigot de Washington, mais enfin, c'est un homme qui lui-même n'a pu faire sa carrière qu'en étant très fortement lié à la classe politique, en particulier à New York et dans l'État de New York, et il a mis en selle plusieurs personnalités qui viennent de Goldman Sachs, cette banque d'investissement qu'il avait tellement critiqué auparavant. Donc, on voit déjà qu'un certain nombre de choses contredisent totalement ce qu'il a dit dans sa campagne. Je voudrais dire que c'est la caractéristique d'un leader populiste. Les leaders populistes, c'est ça que le tour de magie, c'est que ce sont des gens qui vivent totalement différemment de ceux qui votent pour eux. Par exemple, Trump vit dans les ors de sa tour de la 5e avenue, et vous avez, on a vu ça dans les reportages, même parfois des Noirs, ou même parfois des Mexicains, et on sait ce qu'il en a dit, mais enfin des travailleurs qui sont dans des situations très difficiles et qui s'identifient à lui. Voilà le tour de magie, en disant il est comme nous mais en mieux, c'est-à-dire qu'il va vraiment redresser l'Amérique. Alors Donald Trump, c'est l'anti-politiquement correct, ce qui a fonctionné, vous l'avez rappelé. Les populistes disent souvent qu'ils disent tout haut ce que tout le monde pense tout bas. C'est vrai ou pas ? Alors c'est vrai que la stratégie des populistes, c'est de dire tout haut un certain nombre de choses qu'on ne dit pas. Mais il faut surtout pas les dire comme eux. C'est-à-dire qu'effectivement, à un certain moment, quand il y a des choses dont on ne parle pas, parce qu'effectivement, les élites sont prudentes, politiquement correctes, etc., et les gens ont l'impression qu'on ne parle pas des vrais problèmes, qu'on n'ose pas mettre le doigt là où ça blesse. Le problème, c'est que si personne ne le fait, si aucun démocrate ne le fait, effectivement, les populistes vont le faire, mais avec leur agenda, leur simplification, leur bouc émissaire, leurs promesses qui sont des promesses qu'ils ne seront pas capables de tenir, et ça, c'est une responsabilité des élites actuelles. Le sentiment anti-élite, même Macron critique les élites à un tout autre niveau, mais enfin, il se dit le candidat hors système. Eh bien, c'est ceux qui sont de véritables élites, c'est-à-dire qui sont capables de conduire un pays, qui doivent faire un pas pour montrer qu'eux aussi peuvent nommer les choses. Mais nommer les choses comme le font les anti-politiquement corrects populistes, c'est la pire des choses, bien entendu, parce que c'est une façon de simplifier et, encore une fois, d'accuser des boucs émissaires, que ce soit les Mexicains, que ce soit les Chinois, que ce soit les autres, etc.,
Il n'a pas été très tendre non plus avec les femmes qui ont voté pour lui. Comment vous l'expliquez aussi? Ça, c'est aussi. Eh bien, j'explique ça par le fait que on appelle ça aux États-Unis aujourd'hui, on parle de la post-truth society, de la société au-delà de la vérité. Vous avez eu il n'y a pas simplement des chômeurs ou des gens qui sont dans une situation très difficile, qui sont déçus par les démocrates et par toutes les élites et qui ont voté pour lui en disant il va arranger les choses. Il y a aussi tout un ensemble dans le sud des États-Unis, un ensemble d'évangéliques, c'est-à-dire des protestants qui sont des gens très, très, très conservateurs sur le plan des mœurs, beaucoup trop conservateurs sur le plan des mœurs. Et quand on a dévoilé toutes les affaires concernant la manière plutôt harcelante dont il traitait les femmes, pour finir, ça n'a pas joué. Ça n'a pas joué, c'est comme si, quelque part, tout glissait au-dessus de lui. On avait dit ça un jour de Reagan, que c'était le Teflon President, comme une poêle Tefal. Ça n'accrochait pas. Et à un certain moment, c'est très dangereux pour la démocratie, parce que vous n'avez plus de débat démocratique. Le dernier jour de la campagne électorale, il a dit quelque chose qu'il a dit pendant toute la campagne, qu'Hillary Clinton était une criminelle, qu'il fallait la juger, qu'il fallait la mettre en prison. Le lendemain, quand il fait son discours, après avoir été élu, semble-t-il d'ailleurs à la surprise de son équipe, quand il fait son discours, il pourrait dire « je ne vais pas la mettre en prison parce que je veux réconcilier les Américains », ça ce serait tout à fait normal. Il dit « je remercie la secrétaire Clinton pour l'action extraordinaire qu'elle a accomplie pour la patrie américaine pendant 30 ans de service ». Alors ça, entre ce qu'il dit 24 heures avant et ce qu'il dit après, ça signifie que les faits n'ont plus aucune importance. Mais alors, est-ce que ça correspond à ce que vous appelez, comme un loup dans la bergerie? Est-ce que c'est cette stratégie, parce que c'est une stratégie que vous expliquez dans votre livre, est-ce que ça correspond, cette attitude en fait de changer d'avis ou de s'adapter avec le langage, la parole? En tout cas, les deux sont une dégradation du débat démocratique. Parce que pour avoir un débat démocratique, vous devez quand même avoir des mots relativement clairs et vous devez parler de réalités sur lesquelles vous pouvez être en désaccord, mais au moins, il faut que les faits soient établis et qu'on discute de faits qui soient plus ou moins établis, qu'on ne mente pas tout le temps. Or, dans la problématique de Trump, c'est qu'il peut mentir, il peut dire n'importe quoi et il peut gagner les élections. C'est quand même quelque chose de très préoccupant. Le loup dans la bergerie, c'est une autre stratégie qui consiste au fond à dire la chose suivante. Quand vous n'aimez pas quelque chose, par exemple ceux qui n'aiment pas les valeurs démocratiques et les droits de l'homme, eh bien ils font une attaque frontale. Si ce sont des racistes, ils disent on est contre les droits de l'homme parce qu'on est pour les droits de la race supérieure. Et si ce sont des intégristes, ils sont contre la liberté de conscience, la liberté religieuse parce qu'ils veulent que l'État impose la vraie religion. Donc ça c'est clair, c'est dangereux, mais c'est au moins clair intellectuellement. Le loup dans la bergerie, c'est des gens qui utilisent le langage de la démocratie. Par exemple, quand vous ne voulez pas qu'on blasphème, censurer un propos pour blasphème, c'est un vilain mot en démocratie. C'est quelque chose que les gens n'aiment pas. C'est pas très tolérant. C'est pas ouvert dans une société pluraliste. Mais si vous dites on ne va pas jouer une pièce ou on ne va pas publier un livre parce que ça pourrait choquer une partie de la population, les religieux en question, vous dites des choses qui sont beaucoup plus délicates, qui sont formulées en termes de respect. Et à ce moment-là, on se dit bon, on va pas le montrer parce que effectivement, il faut respecter les gens, il faut pas trop les choquer. Le résultat est le même. Vous n'avez pas publié le livre, vous n'avez pas montré la presse, en oubliant qu'un livre, personne n'est obligé de l'ouvrir. Qu'aller au cinéma, personne n'est obligé d'entrer dans une salle. Si vous n'aimez pas ça, vous pouvez en sortir. Et que la meilleure manière de réagir à quelque chose qui vous choque, soit c'est de ne pas y être confronté quand vous ne voulez pas, soit éventuellement d'écrire des articles pour le dénoncer. Est-ce qu'il y a certains partis populistes qui adoptent cette technique? C'est-à-dire en fait de camoufler un peu sa vraie nature? Oui, je pense que c'est très, très, très caractéristique aussi de l'extrême droite. L'extrême droite, auparavant, tenait un discours qui était un discours raciste, ou qui était un discours qui choquait énormément. Par exemple, si vous comparez Jean-Marie Le Pen à Marine Le Pen utilise un discours dans lequel vous entendez République, nation, sécurité, retrouver des emplois, retrouver notre souveraineté, etc. Même si tout ça est extrêmement discutable, ce sont des mots qui sont les mots de la démocratie. La grande question, parfois certains changent un petit peu, mais souvent ce n'est qu'un habillage. Et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre. C'est-à-dire, de temps en temps, ça signifie qu'il y a un vrai changement, mais de temps en temps aussi, ça signifie qu'il y a un simple habillage et qu'on profite du fait que les citoyens croient que tous ces mots qu'on utilise en démocratie, liberté, respect, etc., sont des mots simples. Et donc, c'est plutôt un appel à la vigilance critique et à l'intelligence. Oui, vous défendez, vous avez peur pour la démocratie, vous dites qu'elle est menacée. Si on suit votre réflexion aussi sur Donald Trump, est-ce qu'elle est vraiment menacée là aussi aux États-Unis? Et est-ce qu'elle est d'autant plus menacée via la Cour suprême?
américaine? Alors écoutez, les États-Unis ont un système d'institutions qui sont très caractéristiques, c'est-à-dire que le pouvoir du président est un pouvoir qui est très fortement limité par le pouvoir législatif du Congrès, il y a des élections tous les 2 ans au Congrès, et par le pouvoir des juges de la Cour suprême. Et donc en théorie, c'est un système de contrôle et équilibre, checks and balances, dans lequel vraiment il y a moyen d'empêcher que le pouvoir ne devienne trop important. Donc on affaiblit le pouvoir pour de bonnes raisons, pour éviter que le pouvoir ne devienne tyrannique. Donc le président, par exemple, ne peut pas dissoudre le Congrès ne peut pas renvoyer le président, etc., etc. Maintenant, le problème est que Trump, avec toutes ces politiques qui sont des politiques quand même extrêmement conservatrices, il a la majorité partout. C'est-à-dire qu'il a évidemment la présidence, puisqu'il est président, mais il a aussi la majorité au Sénat et à la Chambre des représentants. Or, il se fait qu'il doit nommer un juge à la Cour suprême. Et ce juge à la Cour suprême, puisqu'il y en a un qui est mort, Scalia, en janvier, il va le nommer relativement facilement. Je dis relativement parce que la majorité républicaine, aux États-Unis, il n'y a pas beaucoup de discipline de vote. Ils sont quand même un peu turbulents. Il ne peut pas faire ce qu'il veut. Hein. Mais il va essayer de nommer, il va nommer un juge très conservateur. Il y a en plus, à la Cour suprême, pour le moment, c'est très équilibré entre les juges progressistes, ceux qui veulent garder tous les acquis que la Cour suprême a permis en matière d'avortement, en matière quand même de limitation du droit de porter des armes, en matière de non-enseignement de la religion dans les écoles pour justement empêcher qu'il y ait une endoctrination des élèves. Maintenant, si tout ça, effectivement, il arrive à nommer des juges, parce que les juges progressistes sont assez âgés, et s'ils sont obligés de partir, il va en nommer, et pour le moment, il pourrait évidemment avoir une majorité très conservatrice à la Cour suprême. Et c'est la gardienne de la Constitution, et elle peut véritablement prendre des décisions qui pourraient être très dommageables pour tous les progrès en matière sociale et sociétale aux États-Unis. Et c'est là que réside le risque le plus important, ou pas? Oh, je pense que c'est quand même un risque important, étant donné le pouvoir de la Cour suprême. Parce que si la Cour suprême est la gardienne de la Constitution, vous dit qu'une décision même du président des États-Unis ou une majorité au Congrès est contraire à la Constitution, cette décision ne pourra pas avoir de force juridique. Donc c'est un élément très important. Je pense que le plus grave, c'est pas tellement la Cour suprême, c'est surtout la manière dont, après avoir fait une campagne qui était une campagne tellement erratique et tellement peu basée sur des raisons de contenu et des politiques, et étant donné les gens qu'il a mis dans son administration, comment il va arriver à faire une politique qui ne soit pas une politique extrêmement conservatrice. Et en plus, il a promis de démanteler le système d'Obamacare, qui est un système d'assurance maladie qui n'est pas du tout au niveau européen, mais c'était déjà un progrès dans ce sens-là. Qu'est-ce que ça va donner? On n'en sait rien. On est dans l'obscurité de ce point de vue-là. Il faudra examiner les choses à partir de janvier. Et nous allons suivre ça avec attention et peut-être que vous reviendrez en plateau pour nous en parler. Merci Guy Archer d'avoir été avec nous. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Comme un loup dans la bergerie, donc aux éditions Le Cerf. Merci encore d'avoir été avec nous.